Nous commencerons par les questions du groupe du Mouvement démocrate et apparenté. Et la parole est à Monsieur Mohamed Lakila. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, le sujet de la cherté de la vie est un sujet de préoccupation importante pour nos territoires d'outre-mer. En 2015, les études de l'INSEE et les travaux de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus révélaient ainsi un écart global des prix allant de 6,9 à 12,5 %. Ces écarts, déjà importants, notamment au prisme du taux de chômage et de la pauvreté qui sévissent en outre-mer, le sont davantage sur les produits de première nécessité et les produits alimentaires, plus 28 % à La Réunion, 33 % en Guadeloupe et jusqu'à 38 % en Martinique. Il en est de même du matériel de construction, des abonnements Internet et téléphoniques ou encore du prix des véhicules et de leurs pièces de rechange. Pendant la campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron avait pointé l'existence de monopoles ou d'oligopoles dans beaucoup de secteurs, communs comme des causes des prix élevés supportés par les populations d'outre-mer. Au vu de ces éléments, dont vous avez évidemment connaissance, Madame la Ministre, pouvez-vous nous éclairer sur la politique menée par le gouvernement afin de lutter contre les monopoles et oligopoles dans les territoires d'outre-mer? Quelles actions envisagez-vous pour faciliter la saisine de l'autorité de la concurrence et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lorsque la situation l'exige? Car s'il faut, à n'en pas douter, engager une politique globale co-construite avec les territoires ultramarins pour remédier à cette situation, ça ne sera qu'au prix d'actions fortes dans ce domaine particulier, notamment que nous pourrons agir ainsi contre la persistance des prix élevés dans nos territoires d'outre-mer. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mohamed Lakila. Alors, comme vous le savez, l'autorité de la concurrence dispose de pouvoirs élargis. Elle peut s'exprimer par avis, de sa propre initiative d'ailleurs, ou le faire sur saisine. Alors, sur la question de la concurrence, elle contrôle les opérations de concentration d'entreprises dans les territoires d'outre-mer. Elle contrôle les pratiques anti-concurrentielles et peut d'ailleurs sanctionner. Et sanctionner sévèrement d'ailleurs. Des contrôles récents ont été menés dans les territoires d'outre-mer. D'ailleurs, ça a été un peu retentissant. On en a entendu parler dans la téléphonie mobile, l'affaire Altis Numéricable du 19 avril 2016. Nous en avons entendu parler. C'est plus de 15 millions d'euros d'amende. Il y a également eu la question de la TNT avec l'affaire TDF, le 5 février 2015, avec 4,5 millions d'euros d'amende. Et puis, bien sûr, sur les questions de production de produits de grande consommation, également, il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été menées. Et vous avez raison, il y a des secteurs qui nécessitent encore qu'on aille plus loin parce que l'état de la concurrence dans ces secteurs sont sensibles. Je pense aux télécoms, à l'aérien, au bancaire, à la grande distribution, au carburant. Et il est important qu'on puisse faire un bilan de la loi de régulation économique qui a été prise et c'est ce que nous souhaitons faire. Le président de la République l'a souhaité et je compte effectivement m'appuyer pleinement sur les capacités d'expertise et de contrôle de l'autorité pour mener à bien ces missions. Des investigations de l'autorité sont également en cours à la demande du gouvernement s'agissant des matériaux de construction. Bien sûr à La Réunion et à Mayotte, et on espère effectivement avoir le rendu pour le mois de mai, mais plusieurs interrogations sur les matériaux sont également présentes dans d'autres territoires et d'autres parlementaires m'ont alerté sur ces sujets. Merci Madame la Ministre. Nous en venons à la question que va poser Madame Justine Bénin. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, comme nous aimons le dire et le répéter avec force et conviction, nos outre-mer regorgent d'atouts considérables. En Guadeloupe, nous bénéficions de ressources naturelles inestimables et d'une position géostratégique au sein de la Caraïbe
qui pourrait faire de notre archipel un carrefour, une plateforme d'échange de biens, de services et de technologies et de savoirs. Afin de ne pas demeurer de simples slogans, ces magnifiques potentiels doivent être confrontés à d'autres réalités dont souffre la Guadeloupe. Éloignement de l'Hexagone avec ses conséquences comme la méconnaissance et l'inadaptation de certaines normes et mesures. Insularité et même double ou voire triple insularité. Relative petite taille de notre territoire qui limite mécaniquement le marché et toute économie d'échelle et évidemment les chiffres alarmants du chômage que vous connaissez, Madame la Ministre. Ces réalités ne sont pas une fatalité. Nous devons renforcer l'attractivité et pour cela, il faut rattraper les retards structurels qui nous pénalisent, pour ne pas dire nous paralysent. Parce que les Outre-mer sont des ressources immenses, nous devons développer des filières d'économie d'excellence. Nous devons également mieux adapter l'offre de formation et les cursus universitaires aux réalités économiques actuelles de nos territoires et à ces promesses dans l'avenir que constituent les filières d'excellence. Mes chers collègues, la Guadeloupe est une terre de paradoxes, mais aussi une terre de promesses comme l'ensemble des Outre-mer. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous aujourd'hui nous présenter les objectifs et les mesures que souhaite prendre le gouvernement pour soutenir l'activité et l'emploi dans nos territoires et ainsi mieux lutter contre le chômage et l'exclusion dont notre jeunesse est la première victime? Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Justine Bénin. Alors oui, les Outre-mer se distinguent des autres territoires de la République par l'ampleur, et vous l'avez dit, des difficultés socio-économiques. Vous l'avez rappelé, le taux de chômage des jeunes est quasi 2 fois supérieur à celui de l'Hexagone, c'est-à-dire à 45,2% contre 23,3% en métropole. Je rappelle toujours les chiffres parce que quand on dit 2 fois, ça ne parle pas toujours à tout le monde et il est important de bien préciser les choses. Le taux d'illettrisme aussi est important puisqu'on parle de jeunesse, d'avenir, de formation, d'emploi. C'est 5 fois supérieur à celui de l'Hexagone, c'est-à-dire 21,9% contre 4,3% en métropole. Et puis, la part de jeunes sortis du système scolaire sans qualification est 2 fois supérieure à celle de l'Hexagone, c'est-à-dire 20,7% contre 10,4%. Alors, qu'est-ce que l'on va faire et comment on apporte des réponses? À travers quel dispositif? D'abord, la mise en œuvre du grand plan d'investissement qui a été annoncé par le gouvernement le 26 septembre dernier et qui répond à ces enjeux car il comporte un programme spécifique de 15 milliards d'euros portant sur le développement des compétences et de l'emploi. Et je compte bien que l'Outre-mer y prenne toute sa part et puisse d'ores et déjà, pour l'année 2018, s'impliquer dans ce grand plan d'investissement. C'est 11 300 formations supplémentaires qui seront au bénéfice des ultramarins dans cette année 2018. C'est une politique de contractualisation qui va être menée avec l'ensemble des régions ultramarines et il faut absolument, et je maintiens ici effectivement la volonté de cette dynamique, qu'on s'inclue complètement ou que les Outre-mer s'incluent complètement. Vous savez que j'ai toujours la difficulté, moi qui suis une ultramarine, à pas dire on dans ce programme. Il faut aussi parler formation professionnelle et dynamiser l'apprentissage. L'apprentissage, nous y croyons tous, mais j'ai rappelé que la spécificité des territoires d'outre-mer nécessitait aussi un accompagnement spécifique puisque nous n'avons pas tous les organismes suffisamment sur les territoires pour appliquer l'apprentissage, ce qui est souhaité aujourd'hui par le gouvernement. Nous y travaillons sur un accompagnement spécifique. Il faut aussi, bien sûr, renforcer la garantie jeune, les écoles de la deuxième chance, et puis et prendre en compte les spécificités ultramarines. Je veux ici rappeler aussi le SMA et sa véritable réussite, même si le SMA, dans sa nouvelle version SMA 2025, doit aller plus loin, notamment avec des dispositifs comme Erasmus SMA. C'est quelque chose d'extrêmement important pour nos bassins maritimes. Merci. La parole est à Monsieur Max Mathiassin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, les petites et moyennes entreprises, les artisans et les commerçants sont particulièrement nombreux dans nos Outre-mer car ce sont ces structures qui permettent le mieux de valoriser les ressources locales et de répondre aux besoins du marché. L'ancrage dans le tissu économique reste fragile et l'on relève un nombre important de défaillances d'entreprises dans certains territoires et dans certains secteurs. L'année 2016 a d'ailleurs été particulièrement dramatique sur ce point.
Il faut savoir que près de 9 entreprises défaillantes sur 10 sont des TPE de moins de 6 salariés. Une cause importante de défaillance réside dans le non-respect des délais de paiement par les acheteurs publics. On ne compte plus les entreprises qui connaissent des problèmes de trésorerie quand elles dépendent directement ou indirectement des marchés publics. Dans nos territoires où la commande publique est un facteur majeur de l'économie, il est nécessaire que l'État et les collectivités préservent la santé financière et l'existence même de nos entreprises en respectant les délais de paiement ou en versant effectivement des intérêts moratoires. À défaut, il faudrait envisager des mesures pour sécuriser la commande publique. Et il conviendra par ailleurs, comme le prévoit la loi Égalité réelle Outre-mer, à titre expérimental, de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises locales à la commande publique. Le décret d'application vient enfin d'être publié, mais comme vous le savez, il n'entrera en vigueur qu'au 1er avril 2018. Dans ce contexte, Madame la Ministre, quelles sont les actions que le gouvernement entend mettre en œuvre pour que nos petites et moyennes entreprises, qui sont d'une utilité primordiale, tant sur le plan économique que social, puissent prospérer et se développer durablement dans les territoires d'outre-mer? Merci, mon cher collègue. Madame la ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Max Mathiasin, vous avez raison, vous l'avez rappelé, la trésorerie des TPE en Outre-mer demeure effectivement fragile. Alors, au cas de constat dont vous avez parlé, des contraintes liées à l'éloignement, bien sûr, qui nécessitent des stocks plus importants, des délais de paiement 2 fois supérieurs à la moyenne nationale en ce qui concerne le secteur public local, et même beaucoup plus importants quand on parle de collectivité, puisqu'on peut aller jusqu'à 100 jours, chacun ici comprenant bien ce que ça veut dire comme difficulté. Souvent une sous-capitalisation qui restreint les capacités d'endettement bancaire, bien sûr, mais aussi l'autofinancement que constituent les TPE, qui est premier poste des TPE. On voit bien que nous avons, et puis n'oublions pas, bien sûr, la frilosité du secteur bancaire. Alors, il existe déjà des outils. Exonération de charges patronales pour les TPE de moins de 11 salariés. Bien sûr, également les réductions d'impôts sur les bénéfices grâce au dispositif zoné. On pense aussi à la défiscalisation, mais il faut qu'on aille plus loin et qu'on renforce ces aides économiques à l'occasion de la revue des aides économiques que je viens de lancer. Et par exemple, en remplaçant le CICE, certes, par une partie en régime d'exonération, qui doivent être plus simples et plus efficaces, en améliorant l'offre de préfinancement. Et là, c'est important que des subventions publiques puissent venir au bénéfice du secteur privé. Le prêt, bien sûr, aussi de développement outre-mer que propose la BPI. Mais il faut aller au-delà de ce que fait la BPI pour permettre de garantir aux acteurs une plus grande possibilité d'investissement. Certains proposent la création d'un fonds d'investissement. Nous devons y travailler dans le cadre de cette revue et je vous invite à y travailler avec moi. Merci. Merci, Madame la ministre. La parole est à Madame Maud Petit. Madame la ministre, la France dispose de la 2e zone économique exclusive du monde, environ 11 millions de kilomètres carrés, juste derrière les États-Unis qui disposent de 11,4 millions de kilomètres carrés. Les territoires d'outre-mer concentrent 97% des surfaces maritimes françaises. Les enjeux y sont majeurs, autant géopolitiques qu'économiques. 11 millions de kilomètres carrés, c'est aussi la possibilité, grâce au programme Extra-Plaque, d'étendre et d'acquérir des droits souverains sur les ressources naturelles du sol et du sous-sol marin, sur près de 2 millions de kilomètres supplémentaires. L'accès à des richesses potentielles comme l'hydrogène naturel, les hydrocarbures, les sulfures hydrothermaux, les terres rares constituent un véritable avantage à exploiter. Il est donc capital d'optimiser l'utilisation de l'atout que représente cette zone afin qu'il puisse servir non seulement l'économie française dans sa totalité, mais aussi, plus particulièrement, l'économie locale dans les territoires d'outre-mer qui se trouvent encore trop souvent en difficulté. Si la législation agit en ce sens, via la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue, la réalité économique démontre que beaucoup de chemin reste encore à parcourir afin que cette ressource marine devienne le moteur de l'essor de l'économie des Outre-mer. L'étude réalisée par l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer et l'Institut d'émission d'Outre-mer en janvier dernier regrette le poids encore trop limité des activités marines
dans les géographies ultramarines, mais souligne le potentiel de développement d'un certain nombre des secteurs comme l'aquaculture, le tourisme ou le domaine des biotechnologies. En prenant en compte l'existant législatif ainsi que les normes européennes, comment favoriser et encourager le développement de ces activités maritimes au sein des territoires ultramarins? Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la députée Maude Petit, oui, la France a le deuxième domaine maritime derrière les USA. Et oui, elle peut faire encore mieux selon les dossiers que nous avons aux Nations Unies. Mais elle est loin d'être la deuxième puissance. Et c'est bien l'objectif. Et c'est ce qu'a voulu le gouvernement en organisant le CIMER, le Conseil interministériel à la mer, dès le début de ce quinquennat pour montrer l'importance de la question maritime et du développement maritime qui repose énormément, bien sûr, sur le développement des territoires d'outre-mer. Alors, nous le faisons dans plusieurs domaines et nous voulons le faire dans plusieurs domaines suite au CIMER du 17 novembre dernier. D'abord, avec nos ports. Et nous savons combien il est extrêmement important que nous puissions davantage développer les ports des territoires d'outre-mer. C'est ce que nous allons faire en expérimentant des zones de duty-free. Bien sûr, travailler sur l'aménagement du régime fiscal. Nous allons y revenir dans cet après-midi. Et puis, il faut aussi mieux coordonner nos ports, et notamment quand ils sont proches les uns des autres, et je pense à ceux des Antilles, pour devenir de véritables plateformes, de véritables hubs maritimes dans leur bassin. N'oublions pas que nous sommes des ports français dans l'ensemble des océans, mais aussi des ports européens dans l'ensemble des océans, et nous avons une place forte à prendre. Développer la pêche, bien sûr, qui est un domaine qui est aujourd'hui un domaine dit traditionnel, mais qui manque encore d'organisation de filières sur les différents territoires, sans oublier l'aquaculture, qui est un espoir important, qui certes est financé dans les DROM, mais nous pouvons faire mieux et nous devons aussi, dans les COM, pouvoir avancer sur ces sujets. La formation, elle est essentielle. Comment mieux faire connaître dans nos territoires les métiers de la mer à notre jeunesse qui souhaite rester ou revenir dans les territoires et qui connaît que très peu les métiers de la mer. On a beau souvent être des îles, beaucoup ont le dos tourné à la mer, comme d'ailleurs dans l'Hexagone, et nous devons faire mieux. Vous avez parlé de cette richesse exceptionnelle, de cette richesse nouvelle qu'il nous faut aussi exploiter, les énergies marines. Vous avez parlé de pharmacopée, de cosmétiques, de terres rares. Vous voyez bien, nous avons un énorme défi économique, mais aussi de protection. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, vous avez rappelé à plusieurs reprises, Madame la Ministre, travailler sur une refonte des dispositifs particuliers d'accompagnement économique pour l'outre-mer. Ainsi, la LODEOM de 2009, qui fut adoptée dans le contexte particulier de crise sociale qui a agité nos territoires, puis de crise économique mondiale, n'a manifestement pas permis de rattrapage économique réel. Nous partageons ici le constat du caractère obsolète, peu ou pas adapté à certaines aides. Nous avons pu constater jusqu'ici le volontarisme de l'exécutif avec quelques actes forts, notamment la réforme du Code du travail, la réforme de la formation professionnelle ou encore le futur plan d'action sur la croissance et la transformation des entreprises. L'ambition du gouvernement pour les assises des Outre-mer suscite beaucoup d'espoir. Nous entendons en effet qu'il est question de mettre fin prochainement au CICE et à la défiscalisation. Il est également question d'une réflexion sur une LODEOM 2 dans la perspective du terme prochain des dispositifs prévus dans la LODEOM de 2009. Ceux-ci doivent être évalués pour obtenir des moratoires ou des modifications adéquates. Une réflexion serait en cours jusqu'au mois de mars visant à sécuriser et cibler les dispositifs existants pour les rendre plus vertueux et libérer ainsi des marges de manœuvre pour accompagner l'économie de demain, afin de gagner en compétitivité, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence extérieure. Pouvez-vous nous éclairer, Madame la Ministre, sur l'état d'avancement des réflexions du prochain cadre économique et fiscal des Outre-mer? Merci. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le député Thierry Robert, dans le cadre des assises des Outre-mer voulues par le Président de la République, il y a un travail spécifique qui est lié aux aides économiques. Il y a donc une revue des aides économiques qui a été lancée pour créer un écosystème qui redonne une dynamique dans les territoires d'outre-mer. Alors l'État intervient
pour soutenir la compétitivité des entreprises et bien sûr l'emploi, entre 2 milliards et 2,5 milliards par an auprès des entreprises dans l'ensemble des territoires d'outre-mer, suivant les périmètres que l'on retient. Mais les aides, elles sont empilées. Elles ont été empilées depuis plus de 20 ans et nécessitent aujourd'hui qu'on effectue cette revue. Il est temps donc de retrouver de la cohérence entre les différentes aides et bien de répondre aux vraies problématiques des différents territoires. C'est une occasion unique de repenser en profondeur le fondement de l'intervention de l'État en faveur des économies ultramarines et de le faire de manière différenciée parce que le développement économique ou les secteurs économiques de développement pour la Martinique ne sont pas obligatoirement les mêmes que celles de la Réunion ou de Wallis et Futuna. Le cadrage, il est clair. Il ne s'agit pas de faire plus ou de faire moins, mais de faire mieux, puisque nous sommes à périmètre constant. Maintenant, on peut ouvrir un certain nombre de sujets. Comment accompagner les TPE et les PME en construisant des aides simplifiées, simples, claires, lisibles, ce que l'on n'a plus aujourd'hui. Faut-il ajuster la défiscalisation? C'est un vrai sujet. Comment recycler le CICE? Parce que oui, le CICE est une mesure qui est aujourd'hui supprimée. Faut-il revoir le modèle des zones franches? Faut-il créer un fonds de soutien à l'investissement? On l'évoquait il y a quelques minutes lors d'une autre question. Ça, je veux le co-construire avec vous, le co-construire avec les élus des territoires, le co-construire avec les parlementaires et le milieu économique. C'est un travail qui commence juste aujourd'hui. Merci, Madame la Ministre.